journaliste et je vais animer cette table ronde qui est consacrée aujourd'hui à l'édition scolaire. Je vais laisser nos intervenants se présenter peut-être chacun à leur tour. Merci d'être là en tout cas. Merci. Je suis Noémie Coquet, je travaille pour Bolleur Éducation et je suis éditrice. Bonjour. Je suis Célia Rosentraub, je dirige les éditions Atier et je représente ici l'association des éditeurs d'éducation. Je suis Gaëlle Marie et je suis responsable du service iconographique pour les éditions CGR. Et je suis Sébastien Debrune, délégué pédagogique des éditions Manière sur les Hauts-de-France. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents métiers qui sont représentés. On va pouvoir développer un petit peu à propos de chacun d'eux. On va commencer par avoir peut-être une petite représentation de ce qu'est l'édition scolaire par rapport à l'édition en général. Quelle part du marché cela représente-t-il? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors les derniers chiffres dont on dispose, c'est le chiffre d'affaires en 2017 de l'ensemble de l'édition, qui s'élève à peu près à 2,8 milliards. Et sur ce chiffre d'affaires, l'édition scolaire en 2017, je précise bien parce que c'était une année de réforme, est le deuxième segment après le segment de la littérature. Et c'est à peu près 13% du chiffre d'affaires de l'édition. Donc c'est un secteur qui est méconnu mais qui pèse lourd dans l'activité économique éditoriale. Est-ce que le secteur de l'édition scolaire est lui-même divisé en plusieurs catégories ou ça représente une catégorie à elle seule? Quand je parle de ce chiffre d'affaires, c'est l'édition scolaire au sens large, puisque c'est à la fois l'activité des manuels scolaires dont on va particulièrement parler aujourd'hui, mais aussi tous les ouvrages de pédagogie et de ce qu'on appelle le parascolaire, qui sont les cahiers de révision, les cahiers d'entraînement, et qu'on trouve là pour le coup en librairie et en grande surface. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à présent quelles sont les spécificités de l'édition scolaire par rapport à l'édition générale? Est-ce qu'il est plus compliqué de réaliser un manuel qu'un roman, par exemple? Alors, pour moi, l'édition scolaire, c'est assez fantastique parce qu'on est là au Salon du Livre et c'est le livre de tous les livres. Parce qu'un manuel scolaire, c'est un ouvrage de référence. Donc effectivement, il dit le programme scolaire, donc il contient toutes les connaissances dont il faut avoir besoin pour couvrir une année dans une discipline d'un manuel scolaire. Mais c'est aussi un beau livre, un manuel scolaire, parce qu'en fait, on doit faire en sorte qu'il plaise aux enseignants, qu'il plaise aux élèves. Les enseignants vont choisir sur la base des visuels, de la beauté des documents, du choix des documents, donc c'est un beau livre. On peut dire que c'est un livre pratique, parce qu'on travaille énormément la maquette dans un livre scolaire, beaucoup plus qu'en littérature. On a un travail de repérage très précis pour accompagner, guider les élèves. On fait des boîtes, on fait tout un... Mais notre éditrice nous en parlera mieux que moi. C'est un guide de voyage aussi, parce que quand on fait un manuel scolaire, on réfléchit à une progression, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de prendre les programmes scolaires, on les prend bien sûr, c'est notre métier, mais les auteurs et les éditeurs vont travailler à proposer un voyage, une progression pédagogique dans ce manuel pour que petit à petit les apprentissages se construisent. Et puis, c'est aussi de la BD de la jeunesse quand on est sur un segment primaire, quand on s'adresse aux plus petits, la place de l'illustration est très importante. Donc, quand on travaille dans l'édition scolaire, on a vraiment un panel complet de l'édition et évidemment, alors après, ça ajoute en plus la couche, je dirais, numérique, puisqu'aujourd'hui, on ne conçoit plus de manuel scolaire sans concevoir sa version numérique. On rentrera dans les détails, je pense, au fil de cette table ronde. Est-ce que, justement, vous l'avez presque évoqué, quelles sont les relations entre les éditeurs de livres scolaires et l'éducation nationale? Est-ce que vous êtes consultés en amont des réformes? On sait qu'il y a la réforme du baccalauréat 2021 là, qui est en train de se mettre en place. À quel moment, quelles sont vos relations avec le ministère de l'Éducation nationale? Alors, on aimerait bien être consulté en amont, mais c'est pas le cas. Donc, en fait, on reçoit les programmes. C'est l'État et le ministère de l'Éducation nationale qui édictent les programmes officiels. Nous ne sommes consultés en rien. Nous n'écrivons pas les programmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. On ne les écrit pas du tout. Et on en dispose quand le ministère veut bien nous les donner. Donc typiquement sur la réforme des lycées, on les a eus très tard et ça pose effectivement des difficultés. Normalement, dans la loi, il est dit qu'on a 1 an pour réaliser un manuel scolaire, puisqu'on doit disposer des programmes 1 an avant l'application officielle. C'est de moins en moins le cas. Et donc on se retrouve effectivement cette année sur la réforme des lycées dans une situation très difficile pour l'ensemble des éditeurs, puisqu'on doit faire à la fois des ouvrages de seconde, de première, avec des nouvelles spécialités, des nouvelles épreuves du bac, tout ça avec des programmes dont on a commencé à prendre connaissance avant Noël et des programmes officiels à partir de janvier, en sachant qu'on doit délivrer les spécimens avant l'été pour que les enseignants puissent les choisir.
combien, on va peut-être demander ça à notre éditrice Noémie Coquet, combien de temps cela prend-il de réaliser un nouveau manuel ? Ça dépend du type d'étape en fait. Pour la totalité d'un manuel scolaire, de vraiment la première conception jusqu'à la fin du guide pédagogique et les derniers compléments numériques en ligne, c'est au moins, je dirais, 10 mois à peu près. Ensuite, vu les rythmes de production actuels qu'on a, on peut se retrouver à faire un manuel scolaire en 4 à 6 mois, ça peut arriver. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut distinguer la ligne éditoriale d'une maison d'édition scolaire ? Est-ce qu'il y a des spécificités de chacune ou est-ce que toutes font des manuels pour tous les niveaux et dans toutes les matières ? Ça, c'est plutôt la directrice éditoriale. Alors, il y a des grandes maisons généralistes qui vont faire de la maternelle au supérieur dans l'ensemble des disciplines, que ce soit enseignement général ou enseignement technique et professionnel. Et puis après, vous avez des maisons qui sont plus spécialisées. Vous avez des maisons qui n'interviennent que sur le niveau primaire et maternel, par exemple. Des maisons qui n'interviennent que sur l'enseignement technique et professionnel, parce que là, on touche à des domaines où les savoir-faire disciplinaires et l'expertise sont très fortes, parce qu'il s'agit à la fois d'enseigner des matières générales, comme les maths, le français, mais c'est aussi d'enseigner la relation, la vente, la gestion, l'administration, la nutrition. Et donc, on a des maisons qui sont très spécialisées sur l'enseignement professionnel. On va revenir vers notre éditrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de la réalisation d'un livre scolaire ? Avec qui est-ce que vous travaillez ? Voilà, comment ça se passe de A à Z ? Alors on travaille avec énormément de personnes différentes et de métiers différents, parce que l'éditeur est un peu le chef d'orchestre du projet. Donc on intervient vraiment avec l'ensemble de la palette des métiers du livre. Au départ, il y a la conception du livre avec les auteurs et à partir des programmes. Est-ce que les auteurs sont des professeurs ? Oui. Nous, on n'est pas professeurs des écoles, donc on ne peut pas imaginer ce que va donner un manuel dans une classe. Donc vraiment, le travail des auteurs qui sont des professeurs, c'est de traduire le programme en un cours qu'ils feraient dans leur classe pendant une année. Et ensuite, nous, notre métier d'éditeur, c'est de traduire ce cours en manuel et en page. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, le travail éditorial va être la préparation du manuscrit pour que ce manuscrit puisse circuler entre tous les autres intervenants de la fabrication du livre. On va donc avoir les graphistes qui vont créer le visuel du livre, la maquette, son aspect, les couleurs, le type de boîte, ce à quoi il va ressembler. C'est vraiment le moment clé de la création du manuel. Et le couple éditeur-graphiste est vraiment le plus important pour la réalisation du livre. Une fois que donc, la maquette du livre est créée, il va être mis en page entièrement. Et donc là, on va faire intervenir d'autres personnes. On va faire intervenir des illustrateurs, des iconographes pour tout ce qui est la photo. On va faire intervenir des cartographes pour les cartes. Voilà, toute une palette de métiers graphiques. Et une fois que le manuel est enfin terminé, que les auteurs ont eu le temps de relire, de corriger, etc., il va y avoir l'étape de l'impression. Donc le livre part chez l'imprimeur, il est imprimé, il est réalisé, etc. Ensuite, il va y avoir la distribution. Donc tous les livres vont être envoyés dans des très grands stocks, où ensuite ils vont être mis dans des camions et distribués aux écoles. Et après ça, il va y avoir... Vous allez les distribuer au mois de juin, avant la rentrée, pour que Alors en fait, le principe de l'édition scolaire est très particulier parce qu'on envoie aux professeurs gratuitement des exemplaires des livres pour qu'ils puissent les regarder et les choisir. Et une fois qu'ils ont regardé et choisi ces livres, en général ça se passe entre mai et juin à peu près, ils vont décider de les acheter ou pas pour leur classe. Et donc s'ils choisissent de les prendre pour leur classe, là on aura les vraies commandes entre guillemets. Et donc là il faudra que les livres soient prêts à être distribués pour la rentrée. Voilà, c'est en 2 étapes. Est-ce qu'on peut être créatif en matière d'édition de manuels scolaires ou est-ce que c'est quelque chose de très cadré ? Je dirais qu'on peut être très créatif, mais en restant dans le cadre. Parce que le cadre est donné par le programme du ministère de toute façon, donc c'est un cadre, on ne peut pas sortir de ce cadre-là. En revanche, la manière de l'interpréter, déjà, va dépendre de la pédagogie des auteurs. Il y a toute une manière justement de transmettre ce programme. Et ensuite, l'éditeur lui-même a toute une phase de créativité avec le graphiste dans la manière de présenter les pages, la manière de choisir les illustrateurs, l'apparence, la manière de faire des exercices de telle façon plutôt que de telle autre. Donc ça va donner finalement à partir d'un même programme des manuels qui peuvent être assez différents d'une maison à l'autre. Est-ce que vous éditez forcément à chaque fois un manuel pour l'enseignant
en parallèle d'un manuel pour les élèves. Ça marche ensemble systématiquement? Oui, toujours. Parce que le manuel pour le professeur, en fait, est une explication de la démarche pédagogique qu'on a utilisée pour le manuel de l'élève. Et ne pas le faire, c'est quelque part, c'est pas sérieux. Voilà, il faut qu'on montre au professeur qu'on a réfléchi de telle façon le manuel scolaire. Donc le guide du maître est indispensable. Je voulais savoir aussi si dans tous les établissements, par exemple dans un lycée, est-ce que tous les enseignants d'une même matière doivent forcément travailler avec le même manuel ou comment l'établissement en fait choisit-il les manuels? On va peut-être demander à Sébastien Debrune qui est délégué pédagogique. En effet, là, il y a une grande diversité de choix déjà par rapport au niveau. En école, en collège, en lycée professionnel, c'est pas du tout la même manière de choisir son manuel. On va dire en école, c'est plus un choix par classe où l'enseignant choisit le livre avec lequel il va travailler. En collège, en revanche, en collège et en lycée, ça se ressemble plus où les équipes par matière se réunissent avant en regardant et en feuilletant les spécimens qui sont envoyés par les éditeurs et font leur choix au moment de ces réunions. Ils les feuillettent en amont, bien entendu, mais il y a cette réunion souvent qui est décisive pour choisir le manuel qui sera utilisé sur les prochaines années. Et donc, dans une matière, tous les enseignants travaillent avec le même manuel dans un même établissement? En collège, lycée, oui. En lycée professionnel, c'est pas toujours le cas. Puisqu'on est avec vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Qu'est-ce que c'est qu'un délégué pédagogique? Alors, en effet, un délégué pédagogique, c'est un peu le relais entre l'éditeur et le terrain. Le relais, l'éditeur, pour faire la promotion des ouvrages faits par l'éditeur, des outils numériques faits par l'éditeur auprès de l'ensemble des enseignants. Donc nous passons dans les établissements scolaires afin de faire cette présentation. Mais il y a également un relais dans le sens terrain-éditeur sur lequel, qui est également très important, sur des enquêtes, sur des tests de maquettes, de chapitres, en amont de la production du livre, afin de valider des concepts, valider des iconographies, etc. auprès des enseignants. Est-ce qu'il y a forcément un délégué pédagogique dans chaque maison d'édition scolaire? Alors oui, la plupart des maisons d'édition ont une équipe de délégués pédagogiques. Après, cela peut varier en termes de nombre, mais oui, oui, je dirais oui. Et est-ce qu'il faut une formation particulière alors pour exercer ce métier? Comment on arrive là? Non, il n'y a pas de formation particulière. Il faut, je pense, être très à l'aise au contact des enseignants. L'entrée dans une salle des professeurs, c'est quelque chose c'est pas un mythe, c'est quelque chose de réel. On est observé de manière assez étrange par les enseignants. Mais voilà, les échanges sont toujours très riches, très, très enrichissants. Et donc, il n'y a pas de formation particulière. Avoir une connaissance quand même du milieu scolaire et du métier des livres, c'est un plus sans aucun doute, mais je pense que la capacité d'échange avec les enseignants, de pouvoir aussi synthétiser ces échanges aussi, c'est une importance, je pense. En fait, vous êtes chargé un petit peu de les convaincre du bien fondé des manuels que vous représentez. Tout à fait, ça c'est vraiment la partie, ce qu'on appelle promotion, où en effet, la période là qui a débuté d'ailleurs pour le primaire, puisque les calendriers sont un peu échelonnés entre le primaire et le secondaire, c'est donc on va dire de mars à juin, quasiment 100% de notre travail est en effet d'aller dans les établissements scolaires, promouvoir nos ouvrages, dire tout le bien fondé de ces ouvrages, toute la qualité qu'on a mis dedans et tous les outils qui sont avec. Alors, puisqu'on est dans le cœur des métiers, je veux bien que vous passiez le micro à votre voisine Gaëlle Marie, qui est donc iconographe. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos fonctions au sein d'une maison d'édition scolaire? Il y a certainement des particularités à exercer ce métier dans l'édition scolaire. Oui, alors l'iconographe, c'est la personne qui est chargée de rassembler tous les documents qui vont constituer l'iconographie, donc des photos, tableaux, vidéos, animations, affiches, c'est très varié.
Et Combien vous devez en trouver, par exemple, dans un manuel? Ça représente une quantité Oui. importante. Oui, c'est de 150 à 450, voire 600 dans les grosses anthologies. Donc c'est un chiffre assez important. Ça demande donc les iconographes recherchent leurs images dans des agences photographiques spécialisées, ou dans des musées, ou dans des bibliothèques, ou dans des collections, et de plus en plus sur le net, et de plus en plus aussi dans les réseaux sociaux. Le métier évolue à toute allure. Et voilà. Oui, c'est ça maintenant. Maintenant que tout le monde a accès aux images, on pourrait croire que c'est facile. On va sur Internet, on prend. Ça vous arrive, oui, qu'on vous propose déjà des visuels. Oui, alors avant, l'iconographe était en gros la reine des images. C'était extraordinaire. L'iconographe, c'était le lien. Il y avait l'agence de photographie et l'iconographe. Et quand on présentait nos images, c'était la partie récréative de l'édition. On se réunissait avec l'auteur, l'éditeur. Bon, petit à petit, avec l'arrivée du numérique et avec à la fin des années 90-2000, toutes les agences de photos ont dû numériser, sont passées de l'argentique au numérique. Elles ont dû numériser tout leur fonds à grands frais. Les photographes achetaient un matériel hyper cher, et les iconographes qui, elles, partaient chercher l'image. En fait, l'image est arrivée, elles sont devenues sédentaires devant leurs ordinateurs, en faisant les recherches sur Internet. Ce qui a permis effectivement d'avoir accès à des tas d'images, des tas de sources et de tas de banques de données, enfin de collections qui n'étaient pas accessibles avant. Mais en même temps, l'image est arrivée sur le bureau, sur les ordinateurs de toute la chaîne de l'édition. Et donc maintenant, éditeurs, auteurs, stagiaires, maquettistes, voilà, tout le monde fait de l'iconographie. Et vous avez des contraintes, j'imagine, à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi, mettre en matière pédagogique. Vous pouvez nous parler un petit peu des contraintes, que ce soit juridiques, financières. Bien sûr. Alors les contraintes dans un manuel scolaire sont lourdes et importantes. Il y a les contraintes d'abord du contenu. Il faut que la qualité de l'iconographie, la concurrence étant très forte, il y a beaucoup de manuels scolaires. L'image, c'est quand même ce qu'on voit en premier quand on ouvre. Donc il faut que l'image soit évidemment pertinente, originale, et qu'elle donne l'identité visuelle du livre, et qu'elle donne l'envie à l'enseignant de prendre ce livre, de l'adopter. Ensuite, on a des contraintes budgétaires, on vient d'en parler, on a entre 100 ou 400 ou 500 images reproduites, donc les droits de reproduction plus les frais de recherche iconographique, ça représente un budget lourd dans un manuel scolaire. Donc il faut que l'iconographe jongle avec ça, entre les photos à prix moyen, à prix, elles peuvent essayer d'en trouver des gratuites, entre guillemets, parce que c'est assez rare, et se permettre quelques documents exceptionnels, magnifiques, qui vont faire aussi la différence. Il y a des contraintes très importantes aussi, qui sont des contraintes juridiques, parce que dans la presse, on a ce droit d'information, l'édition est soit journal quotidienne, hebdomadaire. Le manuel scolaire va durer. Et donc tout l'ensemble des documents qui sont rassemblés, il faut que l'iconographe soit certaine d'obtenir toutes les autorisations, aussi bien pour les droits moraux des photographes que pour le droit à l'image des personnes représentées ou des lieux. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer comment vous faites pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans un manuel scolaire? C'est quand même un point primordial. Alors, on fait travailler tout un tas de relecteurs, de correcteurs et de personnes qui relisent les ouvrages, mais au-delà de l'erreur, en fait, c'est plutôt... le manuel est vraiment le vecteur des programmes et de ce qui se trouve dans les programmes, et il arrive dans les familles, il arrive dans les écoles. Et en fait, souvent... nous, on travaille sur des vérités historiques, sur des vérités scientifiques, on ne travaille pas sur des opinions. Et quand le manuel arrive dans les familles, il peut se passer que certains sujets qu'on connaît par cœur, qui sont des sujets sensibles, qui font objet de débats variés, le manuel soit pris comme bouc émissaire
débats de société divers et variés ou de ces vérités historiques que certains ne veulent pas reconnaître. Donc on connaît la plupart des sujets sensibles sur lesquels on va porter une attention extrême. La guerre d'Algérie, le conflit israélo-palestinien, les questions d'identité, d'orientation sexuelle. Quand on sait, ça ce sont des sujets qu'on doit traiter parce qu'ils sont dans les programmes, quand on arrive sur ces sujets-là, on est très très vigilant et on doit être, là je parle au nom de l'édition scolaire, on doit être irréprochable scientifiquement sur ces sujets-là parce qu'on sait qu'on va être, avec en plus le développement des réseaux sociaux, vraisemblablement très très observé sur ces questions-là. Donc au-delà de la relecture typographique et scientifique, on a une attention toute particulière à ces sujets. Et si cela arrive, qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez concrètement agir? Alors, je pense que les éditeurs scolaires ont développé des nouvelles compétences qui s'appellent des cellules de crise. Donc, voilà, on peut être attaqué pour tout et n'importe quoi. Donc on est habitué maintenant, enfin, j'imagine, dans l'ensemble des maisons, à établir... alors, après, nul n'est parfait, il nous arrive de nous tromper. Hein. Donc, il suffit... voilà, on peut faire des erreurs. Donc là, on reconnaît qu'on fait des erreurs. Mais souvent, on doit justifier, apporter la preuve scientifique de ce qu'on énonce dans nos manuels. Et voilà, c'est un travail qu'on fait volontiers parce que on n'a pas de position militante à prendre en tant qu'éditeur de manuels scolaires. On est là pour dire la vérité, dire les programmes, mais voilà, il y a des vérités derrière tout ça. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu aussi, si vous voulez bien, de l'édition numérique. Est-ce qu'elle se développe dans le milieu de l'édition scolaire? Est-ce qu'il y a des demandes? Est-ce que les établissements ont les moyens d'utiliser les supports numériques? Alors on peut déjà parler, au-delà du développement éditorial dont parleront mes collègues, sur le terrain, en effet, il y a un développement du numérique important et aussi irrégulier. C'est-à-dire que selon les régions, selon les départements, voire les villes, parce que tout ce qui est établissement scolaire primaire, c'est plutôt à une échelle communale. Il y a du développement du numérique, c'est incontestable, c'est évident. Après, en termes de pratique, là aussi, on peut sans hésiter dire que les enseignants sont de plus en plus utilisateurs du manuel numérique qui sont publiés par les éditeurs. Malgré tout, il est encore, au sens général, un accompagnement du manuel papier. Bien sûr, il y a des établissements 100% numériques, il y a même des régions maintenant qui vont vers le 100% numérique, mais on va dire dans la pratique, dans la majorité de la pratique, je dirais, le manuel numérique est utilisé par l'enseignant pour animer son cours avec des outils complémentaires, mais le manuel papier reste prescrit en accompagnement. En tout cas, pour les manuels destinés aux élèves, ça reste le support lourd dans le cartable. Les deux existent, encore une fois, mais on va dire que le numérique a tendance à prendre des parts de marché sur le papier, ça c'est évident. Mais en effet, toutes les maisons d'édition et les éditeurs en parleront mieux que moi, développent chaque manuel papier à son outil numérique et également, il existe également des outils numériques indépendants des manuels papier. Ce qui est intéressant sur le numérique dans l'édition scolaire, c'est pas juste prendre le manuel papier et le transformer en un e-book. Là aussi, il y a des compétences spécifiques, parce qu'en fait, quand on fait un manuel numérique, on l'enrichit évidemment de ressources sur lesquelles travaillent les iconographes, de vidéos, on fabrique des animations et du coup, les éditeurs s'emparent de ce nouveau métier, travaillent à la scénarisation de certaines activités, travaillent avec des cartographes pour animer des cartes. Enfin, il y a toute une richesse de nouvelles compétences qui se développent pour les éditeurs, qui est particulièrement riche dans ce métier-là. Est-ce que justement, Noémie Coquet, c'est la même personne, le même éditeur, la même éditrice qui fait le livre numérique et le manuel papier, ou est-ce que ce sont des compétences différentes et donc il faut faire appel à des personnes différentes? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Parlez bien près du micro. Parlez bien. On a de la concurrence au niveau sonore, il faut parler bien près du micro. Il y a un petit peu des deux aujourd'hui. De toute façon, tous les manuels papier ont une version numérique enrichie avec, comme vous le disiez, des cartes animées, des vidéos, des animations, ce genre de choses. Mais, et donc là, l'éditeur papier et l'éditeur numérique, ça va être des métiers assez proches là-dessus.
En revanche, ce qu'on commence à chercher et à développer de plus en plus, ce sont des supports numériques qui ne viennent pas du manuel papier et qui sont conçus absolument différents, donc comme des bases de données, des plateformes d'exercice ou ce genre de choses. Et là, ça va être assez différent parce que on n'a plus du tout la chaîne du livre, on n'a plus du tout, c'est pas du tout la même manière de fonctionner, c'est des outils différents, c'est des temporalités différentes aussi. C'est des manières de travailler extrêmement différentes avec des développeurs ou des graphistes par exemple, ça n'a absolument rien à voir en termes de métier. Et donc là, c'est vrai que des éditeurs spécialisés numériques, c'est vraiment une bonne chose. Ça, c'est peut-être un métier aussi qui peut intéresser les lycéens ou les étudiants qui nous écoutent, voilà, se lancer dans les métiers de l'édition spécialisée dans le numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire si en matière de prix des manuels, une maison d'édition peut faire ce qu'elle veut, ou est-ce qu'il y a des contraintes peut-être réglementaires, outre celle de la loi Langue du prix unique du livre? On a vu qu'il y avait des coûts, notamment en iconographie, assez importants. Voilà, comment fait-on pour fixer le prix d'un manuel scolaire? Alors, comme dans tous les... En fait, le marché scolaire, c'est un marché. Donc, il y a des concurrents. Donc, on a des comptes d'exploitation. On sait à peu près combien on va en vendre. Et donc, on fixe le marché en fonction de l'offre, de la concurrence, de la demande, comme, je dirais, tous les marchés. Donc, on arrive à... Et les prix varient, effectivement, en fonction de la pagination. Parce que de l'enrichissement, des disciplines aussi, parce que vous avez des manuels qui coûtent très cher à faire, comme de l'histoire géo par exemple, parce que vous avez une richesse documentaire qui est très forte, ou des ouvrages de français, et des ouvrages qui vont coûter moins cher à faire, des ouvrages du primaire, évidemment, en mathématiques par exemple. Voilà, donc il y a toute une variété de prix et d'offres qui existent. Et avant aussi de passer la parole au public qui va pouvoir vous poser aussi ces questions, est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte le marché de l'emploi dans l'édition scolaire? Est-ce qu'il y a des possibilités de recrutement? Et si oui, dans lesquels de vos métiers? En période de réforme, on embauche beaucoup parce que pour faire le nombre de manuels voulus pour la rentrée, etc., on a besoin d'énormément de bras. Par contre, ce sont des emplois précaires parce qu'une fois que la réforme est passée, on n'a plus besoin d'avoir autant d'éditeurs. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire alors peut-être quelle formation il faut faire et quelle qualité il faut avoir pour exercer votre métier chacun? Pour être éditeur, il faut être rigoureux. Il faut avoir une très grande capacité de travail parce qu'il y a des rythmes extrêmement denses. Il faut être très organisé, il faut être diplomate et conciliant. Et, voilà. Pourquoi diplomate et conciliant? Parce qu'on travaille avec tout le monde, donc il faut que tout se passe bien. Alors, les qualités de l'iconographe, comment se forme-t-on à ce métier? Il n'y a pas de formation directe, il n'y a pas de diplôme d'iconographe, il n'y a pas de formation directe d'iconographe. Il faut plus se diriger vers des licences professionnelles de la documentation ou de gestion de fonds de photos ou de gestion de fonds audiovisuels ou sonores. Il y a des formations qui existent très bien à Ocnam, à l'INA, il y a des IUT, il y a un IUT à Dijon qui est assez intéressant, mais si vraiment le métier vous intéresse, il faut aller sur le portail de l'ANI, l'Association nationale des iconographes, qui est très bien fait. Et voilà. Et pour être iconographe, il faut quand même une bonne culture générale au départ, une bonne culture de la photo, rester en éveil, être assez rigoureux, avoir des bonnes connaissances juridiques, je dirais, et être assez curieuse de tout. On peut s'inspirer en fait de tout dans l'iconographie. Ça peut être des expositions, des lectures, des émissions, qui peuvent apporter de l'enrichissement à ce métier. Voilà. Sébastien Debrune, alors vous nous avez dit qu'il n'y a pas de formation spécifique pour être délégué pédagogique, mais est-ce qu'il faut venir de la vente, de la communication, est-ce que différents cheminements sont possibles? Non, encore une fois, je pense que c'est vraiment la capacité à échanger, comme j'ai dit tout à l'heure, à synthétiser, à pouvoir bien entendre ce que les enseignants disent et ce que les éditeurs disent aussi pour que nous répétions la bonne parole, si je puis dire, auprès des enseignants. C'est cette capacité aussi à échanger autour
autour de nos manuels, autour des programmes, etc. Mais non, il n'y a vraiment pas de... Difficile de donner une formation type, en fait. Ce qui est sûr et ce qui n'est pas neutre dans tous ces métiers-là, c'est que quand on travaille dans l'édition scolaire, on a une vraie appétence pour l'éducation, pour cette capacité, et c'est notre métier, de rendre service aux enseignants et aux élèves. Ça dépasse le rôle d'une maison d'édition traditionnelle, parce je pense que tous les éditeurs et tous les gens ici ont quand même un vrai attrait pour ce secteur-là et ont envie de rendre un service quasi public, parce qu'on travaille entre le ministère et les enseignants. Merci. Est-ce que parmi vous, dans le public, il y a des personnes qui souhaiteraient poser une question à l'un ou l'une de nos intervenants de ce matin? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je ne sais pas si on a un micro. Je vais emprunter un micro. Bonjour. Quelle est la vente moyenne d'un livre, d'un manuel scolaire et la durée de vie? Alors, ça dépend des marchés. Effectivement, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais en période de réforme, on n'a pas parlé beaucoup de nos auteurs, et il faut en parler parce qu'ils ne sont pas connus du grand public. On a certains auteurs stars qui vendent plus qu'une Delphine de Vigan ou un Grégoire de la Cour en période de réforme. Donc ça peut aller chercher, quand on est en période de réforme collège par exemple, sur des vrais succès à des centaines de milliers d'exemplaires. Mais ça peut aller aussi, et ça c'est la règle normale de l'édition, à quelques milliers quand vous êtes, et voire 2-3 000 quand on est sur des segments très spécifiques dont je parlais tout à l'heure, comme l'enseignement professionnel. Donc on a une palette de tirages et de ventes moyennes, enfin du coup j'ai pas la vente moyenne en tête, très vaste. Ce qui est sûr, c'est que comme dans les métiers de l'édition traditionnelle, les best-sellers financent finalement des ouvrages moins rentables pour l'éditeur, mais l'éditeur a à cœur d'essayer de couvrir le plus de disciplines possible et de rendre ce service sur le plus de disciplines possible. Donc on essaie de couvrir au maximum des champs qui peuvent être des marchés qui sont peut-être pas très intéressants. Je sais pas, je prends le latin ou le lycée où là on voit les effectifs se réduire. Bah voilà, certaines maisons ont à cœur de continuer à proposer des ressources pour les enseignants et les élèves. Est-ce qu'il existe un prix littéraire des auteurs en matière d'édition scolaire? Parce que justement, on ne les connaît pas, ces auteurs. Exactement, et c'est une très bonne idée parce que je voulais qu'on fasse un prix de l'édition scolaire, mais ça pourrait être un prix pour mettre en valeur nos auteurs, parce qu'effectivement, voilà, nous on les connaît, on connaît nos stars, etc., mais le grand public ne les connaît pas, et ils font un travail formidable. Ce sont souvent tout le temps des enseignants qui ont cette capacité à transmettre finalement ce qu'ils font tous les jours dans leur classe, à le didactiser et à le mettre au service du plus grand nombre. Et voilà, discuter avec eux, travailler avec eux, c'est un enrichissement vraiment de tous les jours. Y a-t-il d'autres questions? Levez la main, on va vous apporter un micro. Oui, bonjour. Bonjour. Lucie Smith du WWF. Je voulais savoir s'il y avait des réflexions en cours sur le développement d'un manuel scolaire en papier recyclé. Alors, tous nos manuels scolaires sont imprimés à partir de forêts gérées durablement. En fait, sur la question du manuel recyclé, c'est un débat qu'on a... Enfin, c'est pas un débat, c'est une question qu'on a évidemment creusée. On a des cahiers qui sont faits en papier recyclé depuis longtemps. Le problème de la filière du papier recyclé, c'est qu'il n'y a pas assez de papier disponible recyclé pour pouvoir imprimer les manuels scolaires. À partir du moment où on imprime durablement, à partir de forêts gérées durablement, on a aussi à cœur de proposer des ouvrages qui ont une blancheur de papier, qui ont une qualité de papier, qui permettent de mettre en valeur le plus possible les documents. Voilà, quand on a tout un travail fait sur l'iconographie, évidemment, on va aller plutôt chercher des papiers qui ne sont pas recyclés. Quelle est la durée de vie moyenne d'un manuel? La durée de vie moyenne, excuse-moi. Malheureusement, de plus en plus longue. Donc, puisqu'en fait, on a des pénuries budgétaires. Donc, si on prend l'exemple de la réforme du lycée qui a lieu cette année, la dernière réforme datait de 2010. Donc, et depuis 2010, les manuels n'ont pas été renouvelés au lycée. Donc, on peut dire qu'ils ont vécu 8 à 10 ans. Ce qui est un vrai problème, parce que quand on enseigne les SES, quand on enseigne la géographie, quand on enseigne des matières qui doivent être actualisées,
et ben voilà, évidemment, les enseignants nous disent je peux plus travailler avec le manuel de SES de 2010. Oui, je comprends bien. D'où peut-être l'intérêt de l'existence d'un complément manuel numérique actualisé, au moins pour les enseignants. Exactement. Et on a aussi, chaque maison a développé ce qu'on appelle des sites compagnons des méthodes, où on vient actualiser régulièrement des ressources pour que l'enseignant puisse continuer à travailler. Mais en parallèle, nous, on ne vend plus de manuel. Donc... Je vous invite à poser encore des questions si vous voulez. Au tout début, vous avez parlé aussi de tout ce qui est parascolaire. Moi, parascolaire, les cahiers de vacances et compagnie. Moi, j'ai l'impression que ça se développe énormément quand on voit au mois de juin dans les librairies. Est-ce que c'est un secteur stratégique ? Alors c'est un secteur, oui, important. Je dirais pas qu'il se développe. Hein. Il est, stable, voire, oui, légèrement stable, voire. Alors ça dépend des années, un peu croissant, un peu décroissant. C'est un segment qui est important pour les éditeurs scolaires parce que contrairement au segment par exemple du collège et du lycée qui est soumis aux réformes et donc au budget public, au moins ce segment parascolaire il s'adresse aux familles, on va vendre en librairie, donc on n'a pas les à-coups de marché qu'on peut avoir sur un marché collège ou un marché lycée. Donc c'est un segment très important pour les éditeurs, c'est un segment très concurrentiel et qui fait preuve de beaucoup d'innovation parce que quand on doit réviser le bac, ça fait 40 ans qu'on propose des ouvrages pour réviser le bac. Et ben, il faut se remettre en question à chaque réforme, à chaque nouvelle édition pour proposer et faire évoluer les ouvrages pour qu'ils répondent le mieux possible aux attentes des nouveaux élèves, enfin des élèves qu'on appelle les nouveaux élèves, mais les nouveaux lycéens. On voit évidemment un ouvrage d'il y a 30 ans par rapport à aujourd'hui n'a rien à voir, la part du visuel, les cartes mentales, enfin il y a beaucoup d'innovation éditoriale dans ce segment-là aussi. Est-ce que les cahiers de vacances font partie du parascolaire ? Oui. Cahiers de vacances, ouvrages de référence type Becherel, Bled, cahiers de soutien. Ça va de la maternelle au supérieur. On révise le bac, on révise le brevet. Enfin, il y a toute la galaxie des ouvrages. Et justement, vous avez parlé des librairies. Tous les manuels ne sont pas en librairie puisqu'il y en a qui vont directement dans les établissements finalement. Donc, quels sont vos rapports avec les librairies ? Alors, spécifiquement sur les manuels scolaires, les libraires vont venir récupérer les commandes en gros des établissements et ensuite s'approvisionner directement auprès de nos plateformes. Il y a une spécificité dans le marché du scolaire, c'est que vous pouvez avoir des libraires de centre-ville qui s'occupent du scolaire, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des libraires adjudicataires, qui sont des libraires qui n'ont pas de magasin et qui en fait n'interviennent que sur le scolaire. Donc ils vont avoir des entrepôts plutôt où ils vont venir récupérer nos manuels pour pouvoir les distribuer dans les établissements directement. Y a-t-il d'autres questions ? N'hésitez pas, on a encore quelques instants. Peut-être vous pouvez nous dire un mot, vous êtes là aussi en tant que président de l'association des éditeurs de l'éducation. Quel est le rôle de cette association ? Alors, cette association représente l'ensemble des éditeurs scolaires français, donc à peu près une vingtaine de marques, on va dire, sur le marché. Le rôle, c'est de promouvoir notre métier, parce qu'on en est fiers, d'être la courroie de transmission, d'être au plus près quand même du ministère pour pouvoir avoir des informations qui nous sont nécessaires pour exercer notre métier. On a aussi un rôle, et ça c'est un rôle d'information en fait, parce qu'on se rend compte que entre le ministère, les régions, les établissements, les familles, tout ça ne communique pas vraiment, et en fait on sert d'instrument de communication puisque c'est nous qui allons par exemple expliquer aux régions en ce moment quelle va être la teneur de la réforme. Voilà, donc parce que la circulation de l'information n'est pas optimale, on va dire, entre le ministère et les collectivités territoriales, et on sert beaucoup à mettre un peu d'huile dans les rouages et à expliquer ce qui va se passer, informer sur les dates de réforme. Ouais. D'autres questions ? Écoutez, sauf si vous voulez rajouter quelque chose qu'on aurait pu oublier, je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde. Je voulais signaler, si vous pouvez être présent, pour ceux qui pourront être présents lundi, une autre table ronde sur le livre numérique. Quelle perspective pour l'enseignement supérieur qui peut être un bon complément. Voilà, ce sera sur la scène Agora. Merci à tous. N'hésitez pas à aller vous promener sur les stands des éditeurs pour aller voir maintenant leurs ouvrages. Merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup.